Bienvenue dans Chérie pose le doudou, le podcast qui parle du couple, de la parentalité et de soi. Sans chichi, avec fun et authenticité. Ici, on parle de ce que ça fait vraiment d'être en couple quand on est parent. Des moments où on ne se comprend plus, des nuits trop courtes, des tu peux le prendre 2 secondes, mais aussi de tout ce qu'on peut retrouver quand on prend le temps de se poser à deux. Parfois c'est doux, parfois c'est piquant, mais toujours vrai. Alors installe-toi dans ton canapé avec ta boisson préférée, on marche un peu, c'est parti. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. Ici, on parle parentalité, on parle couple. Si tu es là, c'est d'ailleurs que c'est peut-être des sujets qui t'intéressent. Tu es peut-être futur parent ou jeune parent. Peut-être que dans ton quotidien, tu traverses des situations où tu cherches des outils de bienveillance et tout ça. Mais parfois, tu dis, ouais, c'est tellement dur. Et sache qu'aujourd'hui, justement, on va aborder ce sujet. On va aborder le sujet de la bienveillance éducative et comment il y a un lien entre la bienveillance que l'on veut transmettre à nos enfants et celle qu'on arrive à pratiquer dans notre couple. Et peut-être que tu te reconnais dans ce scénario, je vais t'expliquer. Nous, on l'a vécu, donc on l'imagine très bien. Hier, ton enfant de 3 ans a fait une tempête émotionnelle monumentale au supermarché. Et toi, en tant que maman bienveillante, tu t'es accroupie à sa hauteur. Tu as parlé doucement. Tu as validé ses émotions. Je vois que tu es en colère. C'est dur quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Tu veux un câlin, mon cœur. Tu as pris sur toi. Tu as respiré. Tu as été cette maman bienveillante que tu veux être. Tu étais même fière de toi en sortant du magasin. Oui, j'imagine très bien en fait la scène, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Mais le truc aussi, la contrepartie, c'est que le soir même, tu rentres chez toi, ton conjoint oublie de sortir les poubelles pour la énième fois, et là, tout d'un coup, tu exploses, ça dégoupille, et tu te mets à dire, tu ne peux pas faire attention, c'est toujours pareil avec toi. J'en ai marre de répéter sans arrêt les mêmes choses. À ce moment-là, aucune validation d'émotion, aucune bienveillance, juste de l'agacement brut et de l'exaspération. Et là, si tu es honnête avec toi-même, tu te rends compte d'un truc qui dérange. Tu es plus patiente avec ton enfant qu'avec ton partenaire. Mm. Et l'inverse est tout à fait vrai. Tu appliques la communication assertive, non violente avec ton petit de 3 ans. Tu, tu surveilles ton ton. Tu prends le temps de désamorcer. Mais avec ton conjoint qui, lui, est un adulte, tu lâches les chevaux. On va le dire cash, la plupart des parents veulent une éducation bienveillante pour leurs enfants, mais sont incapables d'appliquer cette même bienveillance avec leurs partenaires. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un problème majeur dont personne ne parle. Parce que la vérité, c'est que la bienveillance, ça ne commence pas avec l'enfant. Mhm. Ça commence dans la chambre conjugale avec notre conjoint. Si tu n'arrives pas à être bienveillant avec ton égal, ton partenaire, celui avec qui tu vis avant que l'enfant arrive, comment peux-tu être cohérent et solide dans cette bienveillance avec ton enfant? Mhm. Et selon une étude de l'Institut de la famille, 73% des parents déclarent vouloir appliquer une éducation positive, mais seulement 31% appliquent ces mêmes principes dans leur couple. Seulement 31% l'appliquent dans leur couple. Et le plus fou, c'est qu'on excuse tout à nos enfants parce qu'ils sont en apprentissage. Mais on n'excuse rien à l'adulte qui est en face de nous, on n'excuse rien aux adultes. Et pourtant, ton conjoint aussi est en apprentissage. On ne naît pas parent, on le devient. Et dans la vie de couple, de la parentalité, de la communication, c'est dans toutes ces sphères-là, en fait, où on est en train d'apprendre constamment, constamment. Mais pourtant, quand tu regardes ton partenaire, tu te dis, oui, mais lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Ou elle n'a pas le droit, en fait, Ouais, de elle se n'a pas le droit à plaindre. l'erreur, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on va bousculer tes croyances. On va te dire pourquoi ton couple est ton véritable terrain d'entraînement pour
la parentalité bienveillante. Et crois-moi, quand tu auras compris ça, ça va changer la donne. Pas juste pour tes enfants, pour toute ta famille. Hmm. On va démarrer en te partageant notre vécu. Mhm. On va te raconter notre histoire. Parce qu'elle illustre parfaitement ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Il y a quelques années, moi, j'ai décidé de passer mon CAP petite enfance parce que je voulais changer, en fait, j'étais en transition professionnelle, je voulais changer de voie, de carrière. Et la petite enfance était un domaine qui m'interpellait beaucoup et dans lequel j'avais envie, du coup, d'aller expérimenter. Et du coup, je voulais comprendre aussi le fonctionnement des enfants. J'étais déjà papa à l'époque de 2 garçons. Donc, Le troisième est en c'est route. ça, le troisième était en route. Donc, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre leur développement, c'était des choses qui m'intriguaient, qui m'intéressaient et sur lesquelles j'avais une grande curiosité. Et moi, j'étais complètement réfractaire à tout ça. Vraiment. Je me disais encore ces trucs de bisounours parce que oui, ben, on va voir, on va regarder les vidéos, on regarde des livres. Et je disais, ça marchera pas. Jamais. Dans la vraie vie, dans la culture réunionnaise, ça peut pas fonctionner. J'étais dans le camp des, moi j'ai reçu des fessées et je suis pas morte, je suis pas traumatisée. Un bon cas, ça fait du bien. Il faut savoir dire non et tenir bon, mais absolument pas dans la reconnaissance en fait des émotions de l'enfant, de son développement, etc. Elle était exactement comme ça. Du coup, franchement, c'était comme ça au début. Et, euh, et du coup, moi, pendant ma formation, j'ai découvert les neurosciences. J'ai découvert les besoins fondamentaux de l'enfant. J'ai découvert le développement de l'enfant. Alors déjà là, ça a été une bombe dans mon état d'esprit. Et surtout l'importance de la sécurité affective. Ça a été une vraie, une grande, une profonde révélation dans mon quotidien, dans ma vie de père et dans ma vie d'homme. J'ai compris que derrière chaque caprice, comme on peut l'appeler, il y avait un besoin non satisfait, que l'enfant ne fait jamais exprès d'être difficile. Il a besoin de nous. Ouais, et quand Serge rentrait avec ses nouvelles connaissances et qui faisait le sachant, parce que j'ai découvert ça, je lui ai dit, ok, tu veux appliquer ça? J'ai compris, je te ferai pas changer d'avis, vas-y, mais tu gères, ok? Moi, je continue comme j'ai toujours fait et j'étais persuadée, en fait, mais vraiment, que ça allait être un échec total, que nos enfants allaient devenir, comme tout le monde le disait, en fait, des petits rois tyranniques. C'est ça, la peur de l'enfant, roi. Mm, Et franchement, je vais pas te dire qu'au tout début, ça a été hyper simple mm. de le mettre en pratique avec les enfants, mais encore moins avec Martine. Parce que du coup, j'avais pas de patience. J'arrivais justement, tu vois, comme cette image qu'on t'a partagée au début, à pouvoir être à l'écoute des enfants parce que je comprenais, j'avais appris et je mettais en pratique ce que je savais sur le développement de l'enfant, la capacité de compréhension, le fait de désamorcer les tempêtes émotionnelles et tout ça. Donc avec eux, c'était comme fluide. Mais pour autant, avec Martine, j'avais énormément de mal au début parce que je me disais, mais elle fait exprès, mais elle, c'est l'adulte, elle doit comprendre. En même temps, j'essayais de la convaincre aussi d'y venir à la bienveillance. Donc, j'étais en fait en mode de la harceler, de lui dire, oui, mais regarde, ça fonctionne, mais regarde ça, et regarde ce que j'ai appris, comme elle disait tout à l'heure. J'avais vraiment cet engouement un peu, peut-être comme toi, qui quand tu l'as découvert, du coup, la bienveillance, tu as envie en fait de le partager à tout le monde, tu as envie que tout le monde puisse le mettre en pratique dans sa vie, dans sa relation avec son enfant. Mais pour autant, avec elle, du coup, je devenais, moi, du coup, tyrannique, je devenais, du coup, oppressant, et j'avais du mal à juste laisser faire. J'ai dû, à un moment donné, me dire, ouais, mais stop, attends, pose un instant. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'essayer de mettre de la bienveillance avec tes enfants, mais ta femme, elle aussi, elle en a besoin. Et au lieu de continuer à essayer de la convaincre, à la forcer, et du coup manquer de patience avec elle, j'ai commencé à faire la parallèle, finalement. J'ai commencé à me dire, oui, mais en fait, en apprenant à décoder les besoins derrière le comportement des enfants, en développant ma patience, mon écoute active, ma capacité à valider leurs émotions, je peux peut-être le faire aussi avec toi, je peux aussi le faire avec mon épouse, je peux aussi le faire avec la personne avec qui je partage ma vie et finalement travailler ma relation de couple de façon bienveillante pour réussir justement à le mettre mieux en pratique avec les enfants, je pense.
quand j'y repense, c'est vraiment un peu ce cheminement-là que j'avais commencé à mettre en place. Et bon, ça n'a pas été simple, ça s'est pas fait du jour au lendemain, Mmh. mais on y est arrivé et ça a commencé à changer un peu les choses. Et je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à ça. Je me plaignais parce que oui, Serge allait travailler et quand il rentrait, qu'il s'occupait des enfants, il arrivait, tu sais, bah, les enfants sautaient sur lui, et cetera, câlin, machin et moi, bah, rien. Et en fait, oui, j'étais devenue jalouse de mes enfants parce que eux, ils avaient de l'attention, ils avaient de l'écoute, et moi, j'avais droit, oui, tu as fait quoi à manger? Ah, t'as vu, il y a encore ça à ranger. Et Il va moi, faire. moi, je faisais le vis-à-vis, c'est-à-dire que ouais, mais toi, tu as pas fait ça, et tatati tatata. Et en fait, on s'écoutait plus. C'était la guerre à la maison. On vous a déjà raconté une partie de notre histoire. Et vraiment, c'était devenu, oui, ben, regarde, hein, avec les enfants, tu arrives à faire ça, 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 mais moi, alors? Et en fait, je n'étais plus la priorité à ce moment-là pour lui. Et c'était devenu difficile, en fait, pour moi d'être patiente avec mes enfants. Oui, parce que, et je l'avoue, j'étais jalouse de tout ce que Serge pouvait faire pour eux, alors que moi, j'avais, entre guillemets, droit aux miettes, en fait. C'est ça. Et je pense en y repensant encore, et franchement, le fait de le partager là, du coup, dans le podcast, ça me ramène tellement de souvenirs. Je pense qu'inconsciemment, je me disais que plus vite j'aurais résolu les difficultés, en Mhm. fait, bah, avec les enfants, les problèmes d'éducation des enfants, les tempêtes émotionnelles, plus vite j'arriverais à résoudre ça et à reposer un cadre sain à l'intérieur de la famille. Je me disais inconsciemment que bah, ça nous aiderait nous aussi et que finalement, on pourrait s'en sortir après avoir réussi à gérer cette première étape d'éducation des enfants. Alors que finalement, bah, pas du En tout, fait, c'était c'est le ça. contraire. Le truc, c'est que, en fait, on se dit souvent que si notre partenaire est épuisé, fatigué, etc., c'est forcément que si on résout la problématique, par exemple du sommeil, des disputes entre les enfants, etc., les devoirs, que ça va aller mieux, Ça va alléger. mais ça va alléger. Mais en faisant ça, en se concentrant que là-dessus, bah, on oublie en fait la personne qui est là et qui, au moment T, a besoin aussi de câlins, de tendresse, d'écoute. On veut résoudre une problématique, mais en oubliant l'humain derrière. Et c'est vrai que quand on remet ça au centre, il y a une vraie différence. Et quand il a commencé justement à se dire et à se remettre en question, OK, ce que je vais faire, c'est mettre en pratique ce que j'ai appris et Hmm. le transposer avec ma femme, moi, il y J'ai a un quelque chose exemple, qui a ouais. changé. J'ai un exemple de situation qui me revient en tête. Je me rappelle de cette période en fait de notre vie où tu allais travailler avec la boule au ventre parce que là où tu étais dans ton milieu professionnel, du coup ça allait pas du tout. Il y avait des tensions avec les collègues et tout ça. Et donc tu allais avec la boule au ventre et tu revenais hyper stressé du coup le soir. Tu étais tendu. Mm, Oh, je vais vous passer l'image, mais tendu comme une corde à linge. Et, et du coup, tu étais hyper électrique avec les enfants. Tu étais irritable, le moins de petits cris, le moins de petites demandes qu'ils pouvaient avoir, tu explosais tout de mhm, suite. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer quelque chose. Et au lieu de juste dire, ouais, bah, tu exagères, il n'y a rien fait de mal, franchement, chaque fois c'est pareil, tu fais que crier, je me suis mis, ça m'a pris un petit moment de réflexion et je me suis dit, non, allez, je vais me poser un instant, je respire. Et là, je me suis mis à côté de toi et je me suis dit, bah, mon cœur, je vois que tu as eu une journée difficile. ouais. De quoi est-ce que tu aurais besoin maintenant pour pouvoir décompresser? Mm, Et j'ai vu dans tes yeux comment cette phrase a eu un impact. ouais. Pour moi, la différence était énorme. C'est-à-dire que je me suis sentie, pardon, je me suis sentie comprise, je me suis sentie entendue, en fait, dans ma détresse à ce moment-là, et pas jugée. Et en fait, petit à petit, bah, comme j'ai vu que ça marchait aussi avec les enfants, bah, ce qu'ils faisaient, que ça marchait avec moi, bah, comment dire en fait que tout naturellement, bah, oui, avec de l'entraînement, mais tout naturellement, en fait, ben, je me suis mise aussi à appliquer en fait les principes de la bienveillance, Mm.
à appliquer en fait ces choses dont tu m'avais parlé. Je suis moi-même allée chercher. Et en fait, au lieu de, comme tu le disais, de convaincre l'autre à tout prix parce que tu connais les bienfaits. Et effectivement, il y a des bienfaits énormes. Et on en parlera dans un autre épisode de comment ça a évolué dans notre foyer. Mais convaincre l'autre, en fait, n'est pas la solution. Le changement doit venir de l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et bien souvent, oui, on sait, notre couple est un peu atypique dans certaines choses parce que c'est Serge qui a commencé l'éducation bienveillante, alors que dans beaucoup de couples qu'on suit, qu'on accompagne, c'est beaucoup les femmes qui Bien sont souvent, oui. dans cette Démarche. démarche active et l'homme est un peu plus en retrait, mais c'est pour vous montrer en fait la dynamique que ça peut emmener et oui, de le voir investi sans qu'il essaye de me convaincre. Moi qui étais contre, oui, ça a été beaucoup plus simple d'y arriver comme ça. Et j'ai vu la relation, tu sais, le lien entre Serge et les enfants transformé. J'ai vu notre lien, notre foyer s'apaiser et c'est comme ça, en fait, que j'ai compris que la bienveillance avait un intérêt. Quand notre dynamique de couple, elle s'est transformée, je me suis dit: «OK, ça, c'est un game changer pour nous» et en fait, quelques années plus tard, on a voulu transmettre ça aussi. Bah, en fait, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé. On a pris du recul par rapport à notre propre vécu Mmh. et on a retiré une méthode que nous avait été efficace pour nous dans notre quotidien, une méthode qu'on a partagée avec des couples qu'on accompagne et qui ont eu des résultats également. Mmh. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de fort en fait à mettre en place. Et quand on accompagne les couples aujourd'hui, on veut vraiment leur expliquer cette dynamique systémique finalement de la bienveillance. C'est que c'est pas juste des outils éducatifs pour l'enfant pour résoudre les problèmes de l'enfant, pour résoudre les comportements et les excès de l'enfant, Caractère. changer son caractère, le façonner tel qu'il puisse être dans le cadre et correspondre. Non, c'est vraiment un outil qui nous permet à chacun de nous de faire un travail intérieur, que ce soit dans son individualité, dans son couple, et après de Mmh. mettre l'enfant au bénéfice de ça. Et ça change vraiment tout. C'est vrai que quand on accompagne les couples, ça fait 8 ans maintenant qu'on accompagne des couples de parents et l'une des premières questions, ben, qu'on aime poser, quand les gens nous disent, ben, voilà, ils mettent en place l'éducation bienveillante et cetera, c'est: «Et avec votre conjoint, vous appliquez ces mêmes principes? Comment ça se passe?» Et bien souvent là, en fait, on se heurte toujours aux mêmes objections. Et je dis bien, on se heurte parce que Oui. la résistance, bien souvent, elle est forte en Oui, fait. oui, la première objection du coup qu'ils ont la plupart du temps, c'est oui, mais moi je suis pas sa mère. C'est pas à moi de l'éduquer. Hein, C'est voilà quoi, c'est mon conjoint, il est censé savoir. Et comme si du coup être bienveillant avec son conjoint, c'était l'infantiliser, c'était voilà, être une maman pour lui. Et on entend ça du coup vraiment bah, souvent, au ouais, moins une fois par semaine, selon les contextes dans lesquels on est amené à c'est ça. travailler, Martine et moi aussi de façon du coup individuelle. Et les gens ont vraiment cette impression que si on parle doucement à son conjoint, Calmement. si on est calme, si on est tendre, si on essaye de valider ses émotions, on va le traiter comme un enfant. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un malentendu en fait. La bienveillance, ce n'est pas traiter quelqu'un comme un enfant, c'est le traiter en fait avec respect, quelle que soit son émotion. Oui, c'est pas facile, mais quel que soit son comportement, oui, c'est pas facile. C'est reconnaître en fait son humanité. Oui, c'est exactement ça. Et comme tu dis, oui, c'est pas facile. Et la deuxième objection qu'on rencontre le plus souvent, c'est oui, Mmh. mais il est adulte, il devrait comprendre. Comme si être adulte nous donnait un super pouvoir de tout comprendre. On est d'accord. Les amis, vous qui nous écoutez, vous savez que on est adulte, on comprend tout. On a la science infuse, n'est-ce pas? Alors que pas du tout. On a énormément de choses à apprendre. C'est comprendre quoi exactement? Tes attentes non exprimées? Tes besoins non formulés? Cette phrase, elle sous-tend qu'à partir de 18 ans, eh ben,
on devient télépathe, on est mentaliste, on est capable de comprendre les rouages du système, du fonctionnement du cerveau de l'autre, comme le plus grand et le plus fin des psychologues ou des psychothérapeutes. Ouais, et ça, on sait. On sait que dans le couple, ce n'est absolument pas vrai. D'ailleurs, sinon, notre métier n'existerait pas. OK? Pas du tout, effectivement. Les contes de fées de Disney restent dans Disney. C'est C'est beau, ça. c'est chouette, C'est beau. ça inspire, Mhm. et voilà. J'ai entendu une maman nous dire, tu te rappelles, mon mari devrait voir que je suis fatiguée quand je rentre du travail. Mais comment il le voit en fait? Si tu ne lui dis pas clairement, avec les bons mots, pas en accusant, mais si par exemple, elle arrive, elle enchaîne sur les devoirs, les repas, les bains, même adulte en fait, personne ne lit dans les pensées et la communication claire, c'est nécessaire à tout âge. Tout à fait, comme je disais, c'est parce que, d'ailleurs, nous, dans notre couple, c'est parce que j'ai appris le fonctionnement que j'ai réussi à comprendre les réactions de Martine. Si j'avais pas appris ça au départ, ça aurait continué, en fait, à me passer au-dessus de la tête. Oui, Et c'est vrai. j'aurais jamais tilté, en fait. Et la troisième objection qu'on rencontre souvent aussi, du coup, c'est oui, mais il voit bien que c'est bon pour notre enfant, alors pourquoi il ne fait pas pareil, lui? Mhm. Pourquoi lui, il veut continuer à claquer? Pourquoi lui, il veut continuer à punir? Pourquoi lui, il continue à crier? Mais attention, parce que voir les résultats et savoir comment faire, il faut comprendre que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Ton conjoint n'a peut-être pas les outils, pas les réflexes, il a peut-être ses propres croyances qui le Mhm. maintiennent enchaîné dans la reproduction de ce que lui-même a reçu étant enfant. Et c'est pas évident, en fait, de pouvoir sortir de là. C'est comme si tu regardais en fait un chef cuistot, ok, Etchebest, qui prépare un plat délicieux et qu'on te disait, bah, tu vois bien que c'est réussi, alors cuisine pareil, vas-y, hop. Mais au fond, de un, t'as pas la recette. Même parfois, s'il t'explique, Même parfois que la ben, recette. tu connais pas forcément les techniques. Et bien souvent, on est d'accord, le gâteau qu'il fait ou le repas qu'il fait, ça n'a rien à voir avec ce que toi, en fait, ben, ça ressort. Et en fait, c'est exactement pareil avec la communication bienveillante, avec la bienveillance. Mais c'est ça, même pas aller chercher Philippe Etchebest, hein, déjà entre toi et moi, quand tu as une recette, que tu me donnes ta recette, bizarrement, j'ai beau suivre la recette de Martine, j'ai pas du tout le même résultat à la fin, comme s'il y avait un secret caché qu'elle avait omis de me dire. Et enfin, du coup, il y a cette fausse croyance également que, ben, on s'aime, comme on s'aime, ça suffit et ça va arranger tout seul, ça va arranger les choses toutes seules. Mais l'amour, c'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est un verbe d'action. Et je le répète, l'amour est un verbe d'action. L'amour suffit, mais il doit nous pousser à l'action. Si tu aimes vraiment, tu te bouges le cul pour apprendre, du coup, à mieux communiquer, pour prendre les choses en main, pour comprendre les besoins de l'autre, pour agir avec respect et bienveillance. L'amour véritable, c'est ça. L'amour véritable, c'est le point de départ qui nous pousse à faire les efforts. À comprendre l'autre, à essayer de chercher en fait les réelles émotions, les réels besoins qui sont en profondeur, cachés bien souvent en fait par un, notre ego, et deux, ben, notre inconscient, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas conscience, dont on n'a pas pris conscience encore et qui viennent se révéler au fur et à mesure de la relation. Pour nous, c'est ça. OK? Et il y a un autre piège aussi qu'on a peut-être un petit peu observé. Il y a Hmm. deux poids, deux mesures. Bien souvent, on excuse nos enfants parce qu'ils sont en développement, mais excuser notre conjoint, je sais. Ben, pas vraiment. Pourtant, tu l'as dit, on est tous en développement. Toute notre vie, on ne s'arrête jamais, en fait, d'évoluer et d'apprendre. Si tu t'arrêtes, t'es mort. Hmm. C'est clair? C'est le seul moment. Si tu arrêtes, si tu dis ah moi je suis trop vieux pour apprendre, on va laisser ça aux jeunes, comme moi je l'ai entendu bien souvent dans les générations d'avant, c'est pas possible en fait. La Hmm. stagnation, c'est la mort.
Donc, les neurosciences le prouvent, le cerveau continue d'évoluer, de créer de nouvelles connexions, en fait, jusqu'à la mort. Donc, c'est bien qu'on a toujours à apprendre. Moi, personnellement, j'apprends toujours avec Serge, avec mes enfants aussi, à grandir au fur et à mesure. Et il y a quelque chose qui est important aussi de savoir, c'est que il y a un piège, c'est la familiarité. On se permet avec notre conjoint ce qu'on ne se permettrait jamais en fait avec un collègue ou avec un ami par exemple. Mhm. Parce que parce qu'on se dit, ben lui, il me connaît, il comprendra parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Mais c'est justement parce qu'il nous connaît qu'il mérite encore plus de respect et de bienveillance pour moi en fait. Mhm. Si je peux vous partager une image qui, nous, quand on le partage avec les couples qu'on accompagne, fait souvent écho, c'est que vous seriez sûrement amené à être plus poli avec le livreur qui sonne à votre porte qu'avec la personne avec laquelle vous avez choisi de partager votre Mmh. vie. Ça fait mal, mais c'est souvent vrai. Parce que comme l'a dit Martine, cette familiarité, ce fait de ne pas excuser l'adulte, en fait, il tire son fondement aussi de l'attachement que l'on a avec l'autre, parce que l'autre est censé nous aimer tel qu'on est, mais sauf que nous, parfois, on a un peu de mal à l'aimer tel qu'il est et on voudrait le changer. Ouais. Ça peut faire le sujet d'un autre podcast aussi, je pense. Et si tu peux voir en fait le couple, OK, je sais pas si toi qui nous écoutes, tu es, en projet bébé, si tu es déjà parent, si tu es jeune parent, bon bref, peu importe. Ton couple en fait, c'est le laboratoire pour ta famille. Quand J'aime tu bien cette image, commences ça me parle. à appliquer la bienveillance dans ton couple, tu t'entraînes, en fait, en réalité, pour tes enfants. D'ailleurs, nous, on a aimé faire les bébés signes Oui. et on nous disait, en fait, qu'il faut commencer dès que bébé est tout petit, dès qu'il vient de Tu naître, peux même le pratiquement. commencer pendant la grossesse, C'est en ça. fait, de le faire entre vous, entre adultes, Ouais. pour se familiariser. C'est ça, pour se familiariser avec les gestes. Oui, l'enfant ne comprend pas au début, il n'est pas capable de faire les gestes et pourtant on l'applique, on le fait bien avant pour que déjà pour nous ce soit, Naturel? systématique, naturel et pour que quand l'enfant en fait le voit tous les jours, ce soit un exemple et il comprenne ensuite par la suite et soit capable ensuite à l'âge de, il me semble 9 mois si je me Oui, souviens bien, 29 de mois. signer parce qu'il l'aura vu faire et C'est c'est ça. exactement ça, en fait, dans le couple. C'est exactement ce qui doit se passer parce que les outils sont les mêmes. Mhm. C'est juste, en fait, le contexte qui change. Tu es face à un adulte. C'est ça, par exemple, la validation émotionnelle. Avec ton enfant, tu dis, je vois que tu es triste parce que ton château de sable s'est écroulé. Mon chéri, je comprends. Mais avec ton conjoint, ça donnerait plutôt un truc du genre, je comprends que tu sois frustré par cette situation au travail, mais en fait, t'en fais un peu trop, quoi. C'est exactement pour autant le principe. En fait, ce serait plutôt d'accueillir justement ce qui s'est passé. Comme je disais tout à l'heure, c'est je crois ou je vois que tu as l'air contrarié par ce qui s'est passé dans ta journée. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux un temps pour toi? De quoi as-tu besoin? Mmh. Et là, au moins, on met vraiment quelque chose qui va valoriser l'autre. C'est ça ou la recherche du besoin. Hem, Quand ton enfant, ben, voilà, tape son frère, Oui, tu ça te arrive. dis, ben, en tant que maman bienveillante, OK, on n'excuse pas le geste, mais tu vas pouvoir demander, beh, qu'est-ce qu'il essaie d'exprimer? Il a peut-être besoin d'attention. Peut-être qu'il y a une situation dans la journée qui l'a contrarié. Peut-être que là, il voulait pas partager son jeu et du coup, il y a eu un geste et on sait que l'enfant n'a pas la capacité avant 7 ans de raisonner comme nous les adultes. Donc forcément, il y a plus une réaction par rapport à une situation qu'un raisonnement Mhm. logique. Et quand ton conjoint bah, claque la porte, par exemple, en rentrant bah, à la maison, bah, au lieu de râler, tu sais, je me parle à moi, au lieu de râler, là, tu peux te dire, ben, de quoi en fait il a besoin en ce moment?
Mm. Peut-être qu'il a besoin de décompresser, peut-être qu'il a envie de se sentir accueilli. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu vas chercher vraiment le besoin derrière le comportement, ça change tout. Ouais. Je me rappelle d'un couple qu'on avait accompagné qui avait traversé un moment difficile du coup. Et je sais pas si tu t'en souviens, du coup, je crois qu'elle s'appelait Sarah. Et Mhm. du coup, Sarah, elle nous dit, ouais, mais mon mari, Pierre, du coup, quand il rentre du travail, il va direct sur son téléphone pendant 1 heure. Ça a le don de m'agacer, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être invisible. Tu te Ouais. rappelles ce que tu lui as dit? Non, vas-y. Tu lui as dit, ouais, bah, au lieu de lui reprocher, du coup, ce qui se passe, essaye de mettre en Mm. pratique la bienveillance. Essaye de comprendre quel pourrait être son besoin. Et là, elle a réfléchi et elle s'est dit peut-être qu'il a besoin de décompresser après une journée de travail, de faire le vide avant de pouvoir être à nouveau disponible pour nous. Donc, je vais essayer de mettre ça en place. Oh. Oui, et on le sait, c'est pas facile quand nous-mêmes on a vécu une journée difficile, qu'on a cette charge mentale. On le sait. Oui, je suis une femme. Je sais que quand son chéri d'amour arrive à la maison, moi j'ai des gamers à la maison et qui dit, bah moi j'ai besoin de décompresser. Nous on a juste envie, bien souvent, d'éclater parce que nous aussi on aimerait se poser. Mais en fait, si on applique la bienveillance dans le couple, on est capable en fait de mettre à ce moment-là des choses en pratique pour que l'un et l'autre en fait ait ses besoins, son réservoir émotionnel rempli. C'est pas un d'abord, l'autre après. Enfin, il y a vraiment un, comment on peut appeler ça, un sas en fait qui se fait. Et ça devient plus fluide, la dynamique elle change. On le sait, ok? Euh, Une étude de l'université de Rochester montre que les enfants qui grandissent dans des foyers où les parents communiquent de manière respectueuse, bienveillante, développent de meilleures compétences sociales et émotionnelles. C'est pas de la magie. Ils apprennent par imitation et par imprégnation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Ça ne veut pas dire que les choses seront fluides tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Et on le sait, ok? On a 4 garçons à la maison. On est en couple depuis 20 On est ans, en couple depuis mariés 20 depuis, 20 ans. depuis 19 ans Ça bientôt. ne veut pas dire que tout le temps, c'est simple. Il y a des moments où j'explose. Il y a des moments où Serge explose. Il y a des moments où nos enfants explosent. Mais c'est toujours en fait à un moment de revenir vers le OK. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a toujours un. Il y en a toujours un qui est plus apte au moment où ça se passe de le voir et de revenir. Quand il y a vraiment une dynamique dans le couple et ensuite dans le foyer pour créer cette bienveillance, il y en a toujours un, même après les conflits, qui arrive toujours à revenir vers l'autre parce qu'il sait que le lien, la connexion, C'est c'est plus ça importante. qui est plus important en fait dans la fratrie, Hmm, dans la fratrie, dans la famille. exactement. Exactement. C'est très, 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 très fort ce que tu partages là. Euh, Maintenant, ben, si on donnait quelques outils, mais tiens, avant de donner des outils concrets, Mhm. on, on voudrait du coup t'aider à identifier peut-être un peu plus si tu appliques cette double mesure justement de comment réussir à être bienveillant et comment réussir à gérer aussi bien avec les enfants qu'avec mon conjoint. Parce que souvent, comme on disait, on n'a pas conscience en fait du schéma qu'on a mis en place. On est plutôt un peu devenu en mode automatique et on a besoin de prendre un peu de recul par rapport à la situation pour se dire, ouais, en fait là, ce que je donne à mon enfant, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie de le donner à l'autre, pardon. Et comment est-ce que je peux faire pour m'en rendre compte et prendre de la hauteur par rapport à tout ça? Quels sont les signaux peut-être qu'il peut y avoir? Euh, je commence? Oui, Ok. Alors, premier signal d'alarme, hmm, tu surveilles en fait ton ton avec
à chaque fois je dis ça, ça me fait trop bizarre. Ton, OK, Ta ta tonalité. tonalité. Avec tes enfants, mais avec ton conjoint, tu es plus sèche. Avec ta conjointe, tu es plus, ouais, Moi, un petit peu plus un agressif. peu plus ferme, un peu plus agressive. Oui, on peut dire Tu ça te comme ça. forces, par exemple, et je dis bien forcer, hein, au début, à parler doucement à ton petit bout qui fait une tempête émotionnelle, mais tu hausses la voix bah, dès que ta femme fait quelque chose qui t'agace. C'est ça. C'est ça. C'est du coup, tu es en mode réactif. Un autre signal que tu peux avoir, c'est que tu justifies tous les comportements de tes enfants. En fait, ouais, ben là, il est comme ça parce qu'il est fatigué. Ah ben là, il est comme ça parce qu'il a eu une dure journée à l'école. Ah ben là, il est comme ça parce que là, il a pas son doudou, il l'a oublié. Mais tu ne cherches jamais d'excuses à ton conjoint. Lui, à chaque fois, tu es en mode j'attaque tout de suite ou je contre-attaque tout de suite. Lui, il n'a pas le droit d'être fatigué, il n'a pas le droit d'être stressé, il n'a pas le droit d'avoir une mauvaise journée. Il doit être disponible maintenant, tout de suite et tout comprendre. Ok, donc le premier signal d'alarme, c'est tu surveilles. Ok, ton ton, c'est la tonalité. En fait, le deuxième signal, c'est de justifier à chaque fois les comportements et pas trouver des excuses pour ton conjoint, ta conjointe. C'est ça. Le troisième signal, tu prends le temps d'expliquer à tes enfants ben, ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, mais tu pars du principe que ta conjointe, en fait, elle devrait comprendre Mhm. sans explication. Euh, Avec ton enfant, tu détailles. On va chez mamie. D'ailleurs, mamie est pas loin. On va chez mamie, on prendra la voiture, ça durera les 2 heures. Mais avec ta conjointe, ben, oh, on va encore chez ta mère dimanche, ok? Point. C'est ça, ou, oui, ben voilà, on est un peu ferme, du coup, on est beaucoup plus ferme. Et un dernier signal, du coup, qui pourrait, je sais même pas, je suis même pas sûr, non, c'est pas le dernier, je crois que on en a un autre encore après. Un autre signal, du coup, le quatrième, donc finalement, c'est que tu répares les erreurs de tes enfants, ou tu répares tes erreurs plutôt, pardon, auprès de tes enfants. Excuse-moi si j'ai crié, excuse-moi si j'ai parlé un peu fort, excuse-moi si tout à l'heure je t'ai serré la main un peu fort parce que du coup, voilà, j'étais en collège, j'ai une mauvaise journée. Donc, avec ton enfant, tu essayes de conserver le lien parce que pour toi, c'est important. Mais ton ego t'empêche, par contre, de t'excuser auprès de ton conjoint. Lui, si tu lui as mal parlé, c'est pas grave. Si tu l'as été un peu humiliante dans tes propos, en fait, c'est pas grave. Parce que du coup, il est censé comprendre et ça lui fera moins de tort, en fait. C'est dur. C'est dur, j'avoue. J'écoute, mais ouh, il y en a certains encore où... On Ouais, travaille travail. toujours, hein. C'est ce Et le qui. signal, pour moi, le plus révélateur, ben, tes enfants te font remarquer l'incohérence. Oui, ça, oui. Ils Maman, sont forts pour ça. tu dis qu'il ne faut pas crier, mais toi, tu cries sur papa. C'est ça. Tu entends? C'est Là, ça. tu sais, en fait, que tu as un problème. Mm. Tu sais que ça fait Oui. écho du coup Mm, mm. à des choses et c'est des choses par lesquelles on est passé, effectivement, ça vient piquer. Mais maintenant qu'on a parlé des signaux, on arrive au moment où on veut te montrer comment t'en sortir, comment trouver des solutions concrètes. Donc, comment on fait concrètement? Comment nous on a réussi à se sortir de là? On va te donner 4 clés pratiques et en les mettant en pratique dans ton quotidien, tu vas voir, ça va transformer la dynamique de ton couple. Alors, la clé numéro 1, parler à ton partenaire, comme à ton enfant, sans l'infantiliser. On est OK, on va essayer. Ça veut dire même dans ton ton de voix calme, même patience, même respect de l'émotion. Quand ton enfant pleure, tu ne dis pas arrête de pleurer, c'est ridicule. Alors quand ta partenaire est stressée, ne dis pas arrête de stresser, C'est pas c'est pas grave. grave, ça ira mieux demain. Et ça marche parce que le cerveau réagit au ton avant même d'analyser les mots. Concrètement, remplace tu es en retard encore par je vois que tu as eu une journée compliquée, mais j'aimerais qu'on trouve une solution pour les horaires, par exemple. C'est le même message, mais dit avec bienveillance, et les neurosciences le confirment. Un cerveau en mode défensif ne peut pas chercher de solution. Par exemple, l'autre jour,
Serge, ouais, c'est ça. Oublie en fait de passer chez le médecin, à la pharmacie pour les médicaments des enfants. Mhm. Je lui avais dit, parce que c'était important, nos enfants font de l'asthme, donc il fallait absolument passer, récupérer l'ordonnance et ensuite aller à la pharmacie. Mon premier réflexe, c'est non, t'as oublié, encore. Il fallait juste, en fait, que tu ailles, ça dure 10 minutes, tu récupères l'ordonnance parce que on avait prévu déjà d'appeler le médecin et tu vas à la pharmacie. Et en fait, dans ma tête, c'était ça. Et je me suis reprise, en fait, ok, ben, il a dû avoir une journée plus complexe. Donc, je lui ai dit, je vois, en fait, que tu as eu une journée chargée. Et c'était le Comment on cas. fait pour que tu n'oublies plus la prochaine fois? Et en fait, il n'y a pas eu de conflit. On a trouvé une solution ensemble qui était... Vive le téléphone. Oui, j'avoue, tout est écrit. Mettre un rappel, du Et coup, dans la to-do list du téléphone. Et ça, c'est vrai que c'est un outil qui m'aide. ouais. Et l'erreur à éviter, en fait, c'est de ne pas tomber dans le ton condescendant, tu sais, c'est ne pas parler à ton conjoint comme s'il avait 5 ans, tu vois. C'est lui parler avec la même douceur que tu aurais, bah, parce que tu l'aimes. La même Et douceur que tu aurais pour ton c'est enfant, ton égal. mais voilà. Mais lui, c'est ton égal. Effectivement, c'est quelque chose qui fait toute la différence. La deuxième clé serait de chercher quel serait le besoin derrière le comportement. Souvent, avec ton enfant qui fait une colère, tu te demandes de quoi il a besoin. Et si tu faisais pareil avec ton conjoint? S'il grogne le matin, peut-être qu'il a besoin de plus de temps pour se réveiller. Ça peut être juste ça. S'il ne fait pas les tâches ménagères, peut-être qu'il a besoin qu'on réorganise la répartition, de voir comment faire différemment. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique dont je parlais tout à l'heure. Chercher la fonction du comportement plutôt que de le juger. Au lieu de dire tu ne m'aides jamais, demande-toi qu'est-ce qui l'empêche de participer. Et pose la question. De quoi aurais-tu besoin pour que ce soit plus facile? Tu passes de l'accusation à la résolution de problème. Tu ouvres une porte. Et ça, c'est exactement ce que font les thérapeutes de couple efficaces. On ne reste pas sur ce qui est en train de se vivre, on essaye de prendre du recul et d'ouvrir des portes. Exemple concret, on avait du coup un couple, donc Julie, qui nous raconte que son mari Paul ne participe jamais aux tâches ménagères. Et au lieu de dire, tu es un fainéant, on lui a suggéré de chercher le besoin. Elle a découvert que Paul était dépassé. Il ne savait pas par où commencer et il avait peur de mal faire. En fait, quand il regardait les tâches à faire à la maison, il était déjà perdu parce que dans sa tête, il n'arrivait pas à s'organiser pour pouvoir le faire. Et ça, je peux le comprendre, je suis comme ça. Donc, du coup, il n'arrivait pas à s'organiser. Et c'est ce que je lui avais dit. En fait, il faut comprendre aussi, c'est ça le fonctionnement qu'il y a derrière. Des reproches aussi derrière. C'est ça. Et c'est sûr que je ne faisais pas comme toi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on comprenait très bien la situation. On s'en avait aussi déjà traversé la solution. Ils ont fait une liste claire des tâches à réaliser avec des créneaux définis. Donc, Paul n'était pas fainéant, il était juste perdu. Et une fois que le cadre a été posé, il est devenu très participatif. Il a réussi à mieux comprendre ce qu'elle attendait de lui et comment faire en sorte de pouvoir améliorer la situation. Et le comportement qui était problématique, réellement, derrière, il cachait un besoin de structure. La clé numéro 3, utiliser la répartition relationnelle. Voilà, ça va bien. Avec les enfants, on apprend à réparer après un conflit. Je me suis énervée, ce n'était pas OK, je suis désolée, je te demande pardon. Donc la réparation. Fais pareil avec ta conjointe. C'est ça. L'ego d'adulte ne devrait pas t'empêcher de reconnaître en fait tes torts, ta responsabilité. Au contraire, ça montre en fait ta maturité émotionnelle. Et ça, tes enfants le voient. Quand papa s'excuse auprès de maman, quand Serge s'excuse auprès de moi, vient me demander pardon, après avoir élevé la voix, les enfants apprennent que les adultes aussi peuvent se tromper et réparent en fait leurs torts, leurs erreurs, prennent leur part de responsabilité. Et ça, c'est une leçon de vie immense.
Ça leur donne le droit à l'erreur et le modèle, en fait, clair pour réparer Mhm. l'erreur qu'ils ont fait. La réparation, ce n'est pas juste dire pardon, ok? C'est parce que bien, entre guillemets, ça peut être simple. Oh, ok. Et c'est ce qu'on dit bien souvent à nos enfants. Ils font une bêtise, bah, va demander pardon. Oui, mais pourquoi tu demandes pardon en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, Est-ce que tu comprends. reconnais que tu as mal agi, qu'il y a eu un comportement qui n'était pas adapté? C'est reconnaître précisément en fait bah, ce qui n'allait pas et s'engager à faire différemment. Mhm. Je me suis énervée parce que ben, j'étais fatiguée. Ce n'était pas à toi d'en subir les conséquences, C'est mais ça. effectivement, tu es mon lien d'attachement, donc c'est sorti. La prochaine fois, bah, dis-moi, tu sais, tape-moi sur l'épaule, dis oh, je crois que tu as besoin d'une pause. On respire et on revient. Et l'erreur courante, ça peut être la fausse respiration, la fausse Réparation. réparation. Excuse-moi, mais tu m'as provoqué, ok? Ça, ce n'est pas une réparation, Mais c'est un reproche en fait déguisé. c'est ça. Si tu La rajoutes vraie, le mais c'est dedans, c'est ça. voilà. La vraie réparation prend la responsabilité totale de sa part. C'est exactement ça. Comme je disais, s'il y a le mais dedans, si c'est pardon, mais ou excuse-moi, mais, en fait, derrière, on est en train de déguiser un truc qui finalement va pas résonner chez l'autre comme Mm. ça aurait dû. Une autre clé, du coup, qu'on va te partager, c'est créer un sas avant de réagir. On a tendance à penser qu'il faut réagir tout de suite ou réparer tout de suite, mais parfois, du coup, euh, prendre le temps de respirer, ça aide. Et ça, on le fait avec nos enfants. On apprend à nos enfants à respirer avant de répondre. Alors, applique cette règle aussi avec ton conjoint. 3 respirations profondes, comme ça, avant de réagir à ce qui t'énerve. Ça évite 80% des conflits inutiles. Prends le temps de le mettre en pratique. Et c'est scientifiquement prouvé. 6 secondes, c'est le temps qu'il faut au cortex préfrontal pour reprendre le contrôle sur l'amygdale. Si tu sens que tu vas exploser, fais comme avec ton enfant, prends une pause, j'ai besoin de quelques minutes pour me calmer et on en reparle après. Tu dis ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de la fuite, c'est poser le cadre. Les couples qui maîtrisent cette technique ont 73% moins de conflits destructeurs selon les recherches de Gottman. C'est une technique concrète. La technique du stop, quelque chose que nous, on a Mm. mis en pratique. Stop, tu t'arrêtes. Le Le S. S de stop, tu t'arrêtes. Le T de tu respires. Le O de tu observes ce qui se passe en toi. Le P pour tu procèdes avec bienveillance. Ça prend 30 secondes, mais ça peut sauver ta soirée. Un exemple, la dernière fois, Martine me fait une remarque. J'avais pris le temps le matin, du coup, d'aller lui acheter des fleurs. J'avais pris le temps, j'ai déposé les enfants, je suis allé au fleuriste, j'ai demandé à composer un bouquet. Et franchement, moi, j'étais fier de moi. D'accord? Effectivement, par contre, ça m'a pris plus de temps que prévu. Et j'avais un deuxième enfant à déposer à l'école. Ce qui fait que elle, ça l'a stressée, elle était hyper attendue. Et là, quand je suis arrivé à la maison, avec mon bouquet, c'est comme si j'avais rien fait. D'accord? Elle l'a balancé sur le côté et elle était stressée. Et là, j'avais 2 possibilités. Soit tout de suite partir en mode pas de bienveillance et lui rentrer dans le lard, Ouais. comme j'aurais pu le faire avant. Et là, je me suis dit non, stop. Ok, respire. Ok, observe. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Et j'ai décidé d'aller vers elle, de la regarder, de la fixer et juste de poser un sourire niais, mais c'était tout ce qui m'est venu à ce moment-là. Et le fait de voir ma tête comme ça, du coup, elle a éclaté de rire. Ça a désamorcé la situation et ça nous a permis de passer une belle journée par la suite. Mais là, vous voyez, on est authentique, on est dans notre vérité, dans notre humanité, on est coach de couple, on est ensemble depuis 20 ans, on a des enfants, mais ça ne nous empêche pas, en fait, d'être humains, ok? Ça arrive de plus en plus vite à la réparation et au pardon, Oui, mais on est aussi dans une société où on a des injonctions, on est entrepreneurs tous les deux, on vit des situations financières, etc., qui nous mettent en tension. Et oui, ça explose, on vous l'a dit, mais ça n'empêche pas, en fait, que c'est
on est toujours en chemin, on est toujours dans le comment on fait mieux. Comment on fait mieux? Dans quelques jours, on fête nos 19 ans de mariage Oui. et à chaque anniversaire de mariage, on se pose et on fait un bilan Mhm. et on est ensemble et on va se dire, OK, On cette année, s'engage. qu'est-ce qui a bougé? Est-ce qu'il y a une vision, une nouvelle vision? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui, qui t'a profondément marqué et que tu aimerais ou que je continue parce que c'était top ou là va falloir revoir et on se redit oui tous les deux parce que c'est un engagement, 100% l'amour est un l'engagement. engagement, le mariage est une alliance et en fait c'est vraiment important, tu vois, de faire ce genre de reset, de bilan, parce que oui, on se connaît depuis 20 ans, mais on évolue. Donc à Mhm. chaque évolution, il y a toujours quelque chose qui bouge en fait. Il y a toujours quelque chose qui change. Et le changement, oui, ça fait peur. Mais Oui. qu'est-ce que c'est salvateur en fait de pouvoir grandir. Donc la vérité, tu peux continuer à lire tous les livres sur la parentalité bienveillante, à surveiller ton langage avec tes enfants, à appliquer toutes les techniques. Mais si tu ne l'appliques pas, alors déjà avec toi-même, on est bien d'accord, parce que bien souvent, on est Oui. plus à vif avec nous-mêmes. On se culpabilise C'est beaucoup. ça. Si tu ne l'appliques pas avec toi, si tu ne l'appliques pas dans ton couple, tu rates l'essentiel en fait de ce que ça peut être la bienveillance. Oui. Tes enfants apprennent plus de ce qu'ils voient entre leurs parents que de tous les discours du monde. Ils apprennent plus de l'exemple qu'on leur donne. Ils s'imprègnent de notre façon de nous parler, de gérer les conflits, de nous respecter ou de nous manquer de respect. La bienveillance, ce n'est pas juste une technique qu'on sort pour les enfants et qu'on range ensuite. C'est un art de vivre. Mhm. C'est une façon de considérer l'autre, quelle que soit son émotion, quel que soit son âge. Et ça s'apprend, ça s'entraîne surtout tous les jours. C'est vrai, juste pour une petite anecdote, dernièrement, on était sur un salon, Martine et moi, avec des représentants de parentalité, de Mmh. bienveillance, et on a une responsable du salon qui est venue nous voir à la fin, elle nous a dit, franchement, bon, elle nous a appelé Serge et Martine parce que voilà, mais elle dit franchement, elle a apprécié notre intervention parce que tout s'est pas déroulé comme ça devait dans le salon, mais on Mmh. est resté, nous, on est resté incarné, on est resté bienveillant, on a encouragé les gens, et elle a dit franchement, on voit que vous êtes dans ce que vous faites, vous incarnez ce que vous faites. Elle a dit parce qu'il y avait plein d'autres qui étaient là et qui n'étaient pas du tout dans la bienveillance en fait avec les professionnels, qui étaient dans le reproche constant, dans la plainte constante. Et vous voyez, on le met en pratique. Parfois même certains l'enseignent, mais n'arrive même pas à le mettre Il dans faut des l'incarner. relations, Mmh. de l'incarner en fait dans son quotidien. Après, encore une fois, c'est pas être parfait. On n'est pas dans un monde des bisounours, on est d'accord. Mais c'est juste d'avoir cet état d'esprit de se dire, je peux faire la différence. Je peux être une lumière, en fait, même si autour de moi, je ne vois rien briller. Moi, je peux commencer à faire briller ma lumière intérieure et vous verrez qu'en mettant ça en place, qu'en osant faire cette différence-là, bon nombre de choses vont changer dans vos relations avec l'ensemble des personnes que vous allez croiser. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand tu changes du coup ta façon de parler avec ton conjoint, avec la personne avec qui tu partages ta vie, ça peut transformer donc toute ta famille, mais pas que ton cercle familial avec tes enfants, même ta famille autour. Parce que comme tes enfants te voient et voient les parents être comme ça, être dans le respect et tout ça, réparer les erreurs, après ils le partagent aussi eux, du coup, avec les personnes qui y a autour, Mmh. qui gravitent autour du noyau familial, à l'école et tout ça. Et franchement, c'est beau. C'est un effet domino, l'effet papillon. C'est ça, l'effet papillon, effet C'est ça. domino, comme tu veux. Alors aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux continuer à avoir 2 standards. Bienveillant avec tes enfants, impatient avec ton conjoint, ta conjointe, ou tu peux décider que la bienveillance, c'est pour toute la famille, y compris pour toi. Mhm. Commence petit, choisis une des 4 clés qu'on t'a données, applique-la cette semaine, peut-être avec ton partenaire. Essaye, franchement, mets-le en pratique et regarde ce qui bouge, regarde ce qui se passe. Tu vas voir, ça va transformer ton couple et par ricochet, ça va transformer ta parentalité. C'est ça. Et on serait heureux de
d'avoir votre retour là-dessus, sur ces clés qu'on vous a données, sur ce qui se passe en fait dans votre quotidien. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions, mettez des commentaires, partagez cet épisode de podcast avec des gens que vous savez en fait qui en ont besoin. Oui. Si vraiment on veut changer la perception du monde pour nos enfants, pour les générations futures, commençons déjà dans notre cercle proche. Commençons déjà avec la personne qui est à nos côtés, avec qui on forme une famille. Rappelle-toi, la bienveillance, ça se propage comme une onde. C'est une onde... pouf, tu mets un petit caillou là dans une petite mare, tu as l'impression que rien ne va bouger et pourtant, Ça fait du mouvement. ça fait du mouvement. Ça fait du mouvement. Crois-y. Commence dans ton couple. Commence là où tu es maintenant. Commence avec le petit pas que tu vas faire. Et investis ton énergie là-dedans. Et nous, on sera là pour t'accompagner dans cette aventure. On est vraiment ravis que tu aies écouté ce podcast, que tu étais là avec nous. Partage-nous ce que ça a pu éclairer dans ta vie. Partage-nous ce que ça a pu faire vibrer à l'intérieur de toi. Franchement, le bon comme le moins bon, pour nous, tout est bon à prendre parce que quand on arrive à mettre le doigt sur les choses qu'on peut améliorer encore dans notre vie, c'est déjà une prise de conscience et c'est un point de départ pour un changement qui sera hyper significatif et hyper puissant pour la continuité de ta vie de parent, de ta vie de couple. D'accord? Donc, merci. Merci pour tout ce que tu pourras emmener. Merci d'être là avec nous. Merci pour la bienveillance que vous nous partagez. Franchement, on est motivés. On est vraiment heureux. On va s'arrêter là pour cet épisode, du coup, sur la bienveillance dans son couple avant de le mettre en pratique avec ses enfants. On te dit à bientôt dans un prochain épisode de Chérie, pose le doudou. On est déjà à la fin de cet épisode de Chérie, pose le doudou. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse une revue et partage-le autour de toi. Et si ton ou ta partenaire n'est pas sur le canapé avec toi, glisse-lui le lien. Comme un petit clin d'œil discret, un « je pense à toi ». Parce que parfois, un simple lien audio peut ouvrir une vraie discussion. À très vite pour la suite.